France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mardi 29 janvier, soyez les bienvenus en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec cette question du jour. Après la répression dont ont été victimes les Gilets jaunes, Emmanuel Macron peut-il encore se poser comme défenseur des droits humains? Interpellé hier en Égypte, il a répondu. Vous pouvez répondre à cette question bien sûr sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Nous nous intéresserons à la situation plus qu'inquiétante et dramatique au Venezuela au travers d'un avis tranché signé Razik Métiche sur tous ces sujets d'actualité que nous allons explorer avec vous. Vous pourrez bien entendu et comme d'habitude réagir en direct au 01 40 33 9000. Soyez les bienvenus, c'est parti et en direct pour votre LGF sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h. Ravi de vous retrouver en direct, bien sûr, comme chaque jour, sur France Maghreb 2, votre radio. Avec aujourd'hui, pour m'accompagner, il est tout bronzé, Razik Métiche, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Comme après un retour de vacances où on se prend un choc thermique, ça va, on a connu des jours meilleurs. Il manque de soleil ce pays. C'est passé de 30 degrés à peu près à... C'est ça, de 30 degrés à 0 en quelques heures, donc c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais on a connu pire. T'as ramené la neige, apparemment. Je voulais prendre le soleil, mais la douane voulait pas. La douane, ils ont dit non à l'hiver, en métropole c'est la neige. Donc c'est la neige au programme. Bon, eh bien, bienvenue à toi en tout cas, Razik, jusque 18h avec les auditrices et auditeurs qui vont pouvoir évidemment, comme chaque jour, échanger, débattre de l'actualité ô combien chargée. On va parler d'Emmanuel Macron et de cette déclaration hier faite en Égypte. Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise. Je note qu'ils ont tous perdu la vie, bien souvent en raison de la bêtise humaine, mais qu'aucun d'entre eux, aucun, n'a été la victime des forces de l'ordre. Le chef de l'État, c'est un bel hypocrite, moi je veux dire, quand je l'entends. D'abord, il peut évidemment faire des compliments à ses forces de l'ordre et les forces de l'ordre, il les a privées de moyens. Il leur a pas donné beaucoup de moyens. Cette situation de chaos, c'est la sienne. Donc aujourd'hui, dire aux forces de l'ordre qui sont épuisées et fatiguées qu'il les soutient, c'est bien le minimum. Alors voilà, pour cette déclaration qui pose quelques problèmes parce que le chef de l'État nous dit qu'il n'y a eu aucun mort dû à la violence policière. On en oublie quand même cette dame de 80 ans à Marseille qui, rappelons-le, en fermant ses volets, s'est pris un éclat de grenade et qui a été transporté à l'hôpital et qui en est décédé. Voilà, donc ça pose problème, d'où la question d'aujourd'hui. Après la répression dont ont été victimes les Gilets jaunes, Emmanuel Macron peut-il encore se poser comme défenseur des droits humains puisqu'il est parti là-bas en Égypte pour, soi-disant aussi, rapporter quelques mots de rappel concernant le respect des droits de l'homme, etc., au président Al-Sisi, mon cher Razik. Alors, est-ce que Emmanuel Macron peut-il encore se poser en tant que protecteur ou défenseur des droits humains, cher Razik, au vu de ce que l'on a connu en France? Alors déjà, la première chose que je voudrais aborder, c'est revenir sur ces propos qui sont factuellement faux. C'est-à-dire qu'on a un président de la République en exercice qui est en déplacement à l'étranger, qui déjà fait une chose qui s'était promis de ne pas faire, c'est-à-dire commenter l'actualité nationale à partir d'un sol étranger. Il est en train de le faire, mais à tire-larigot, et souvent il fait des déclarations fracassantes depuis l'étranger. Là encore, il vient encore ça va encore de se reproduire. C'est factuellement faux. Cela a été rappelé, tu l'as rappelé très justement. Lorsqu'on se rappelle en tout début du mouvement des Gilets jaunes, on a eu une personne qui est décédée alors qu'elle était chez elle et qu'elle souhaitait juste fermer les volets pour ne pas que les bombes lacrymogènes entrent dans son domicile. Malheureusement, elle se prend une grenade de bombes lacrymogènes. Il faut rappeler qu'elle est au 5e étage. Il faut rappeler que les tirs tendus sont interdits au sein de la police française et que là, on ne sait pas, l'enquête est en cours, donc on va laisser le temps de l'enquête. D'ailleurs, on n'a aucun retour. Oui, on n'a aucun retour sur ça. Ouais. Donc on a une personne qui est décédée indirectement du fait de l'action policière. Ça, c'est déjà une chose. Donc factuellement, ce que le président disait, c'est factuellement faux. Moralement, c'est pas tenable. Lorsqu'on a un mouvement social tel que celui des Gilets jaunes qui a auguré
gérer autant de casse, autant d'œil, autant de personnes éborgnées, autant de tirs de flashball suspicieux, autant de bombes, autant de grenades de désencerclement qui ont causé des ravages auprès des manifestants, lorsqu'on a autant de blessés et du côté des forces de l'ordre et du côté des manifestants, on ne peut pas avoir un président qui vient depuis un sol étranger faire la morale et se poser en défenseur des droits de l'homme et en donneur de leçons. Et c'est là où je vais aller encore plus loin. Politiquement, ça veut dire que politiquement, c'est quelque part ancré, et c'est surtout ancré pour moi qui voyage beaucoup, ça c'est une particularité franco-française, on pense porter en nous 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et on pense que du fait d'avoir été les pionniers en termes de déclaration des droits de l'homme, et encore historiquement l'Angleterre et les États-Unis ont eu des démocraties qui se sont forgées, qui ont été posées avant la République française, avant la Révolution française, donc déjà historiquement on peut en débattre, les historiens en débattent, et de plus aujourd'hui, lorsque 2 siècles après, lorsqu'on a lorsqu'on a un passif historique, un passif international, lorsqu'on a été la 2e puissance coloniale au monde, certaines oreilles n'entendent pas forcément, je pense aux Africains francophones surtout, issus de la colonisation, n'entendent pas forcément de la même oreille le fait que la France se dise défenseuse des droits de l'homme. Il y a quelque part une certaine, et je pèse mes mots, une certaine hypocrisie. Lorsqu'on voit l'affichage, c'est-à-dire l'affichage, la Déclaration des droits de l'homme, je la signe, je la contresigne. Le préambule de 1946 qui a posé la Constitution, je le signe, je la contresigne. Sauf que, en même temps, et là encore, c'est comme le président aime le rappeler, en même temps, on a un président qui détricote tout ce qui faisait, quelque part tout ce qui faisait le caractère exceptionnel de la France. La France a un caractère exceptionnel, c'est aussi cette volonté, ces hommes et ces femmes qui se sont élevés contre des conditions pour poser des principes. Aujourd'hui, malheureusement, le personnel politique est très loin de cela, très très loin de cela. À l'étranger, pour voyager beaucoup, c'est devenu quasiment une caricature. Que le français on est devenu la risée, c'est clair. Oui, quelque part oui, parce qu'il y a entre l'affichage politique qui est fait, la France défenseur des droits de l'homme, et un pays qui ne souhaite même pas attirer 20 000 migrants, lorsque l'Allemagne accueille 1 million de migrants, un pays lorsqu'il accueille 20 000 migrants a des crispations qui font que le parti identitaire qui est le Rassemblement National, qui était le Front National, arrive en tête aux élections, que ce même pays se dit défenseur des droits de l'homme, alors que la plupart des élections donnent le Front National en tête dans la plupart des scrutins. Oui, c'est quelque chose de risible. Ça pose problème. Ici en France, on peut en rire, mais à l'étranger, franchement, ils se foutent royalement de nous. On peut se le dire clairement. Et là encore, lorsqu'on voit les accointances, on a un pays qui est le 2e fournisseur d'armes à l'Arabie Saoudite. On a un pays qui a un soutien de El-Sisi, qui a fait un coup d'État, qui a mis du monde en prison et qui a abattu la répression en Égypte. On a un pays qui soutient un certain nombre de dictatures. On a un pays qui aujourd'hui met de l'huile sur le feu au Venezuela. Donc parfois il faut savoir balayer devant sa porte, avoir un petit peu d'humilité. Enfin, lorsqu'on voit ce que les pays scandinaves, lorsqu'on voit ce que certains pays font, lorsqu'on voit ce que l'Islande fait, sans faire grand bruit, l'Islande c'est un modèle aujourd'hui. Lorsqu'on voit par exemple ce que le Costa Rica fait en termes d'écologie, il y a des pays comme ça qui ne font pas de bruit, mais qui avancent. Nous, malheureusement, on a avancé d'un coup, c'est vrai, à une certaine période dans l'histoire. Lorsqu'on prend le 19e siècle en France, on a été les pionniers dans pas mal de choses, en termes de droits sociaux, en termes d'avancées économiques, en termes de liberté publique. Mais aujourd'hui, la réalité fait que certains pays ont repris le flambeau et nous ont dépassés. C'est bien, c'est aussi le jeu de l'histoire. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, presque 1589 est devenu un paravent sur lesquels les politiques français se cachent en disant nous avons fait la Révolution française, on a la Déclaration des droits de l'homme, circuler, il n'y a rien à voir. Non, c'est aussi bien dans ses amours, et on est français à part entière, c'est aussi bien dans ses amours d'être critique, et ouais, on a le droit d'être critique sur le bilan de la France sur le dernier siècle, par exemple. En tout cas, vous êtes sans appel et unanime sur Facebook France Maghreb 2 à penser que non, Macron ne peut pas se poser en tant que défenseur des droits humains, puisque vous êtes 96% à répondre non, 83% sur Twitter, le grand forum FM2 pour voter, pour nous appeler bien sûr et nous donner votre avis qui nous intéresse au 01 40 33 9000. Alors Emmanuel Macron, je le disais, est donc en Égypte depuis hier, et les plus de 5000 km qui séparent Paris du Caire ne suffisent pas donc au président français pour oublier la politique intérieure. Il s'est adressé hier à la communauté française de la capitale égyptienne. Emmanuel Macron a évoqué avec eux la crise des Gilets jaunes, et une chose est sûre, les Français installés en Égypte ne sont plutôt partagés sur le mouvement des Gilets jaunes. Je propose d'écouter ce petit micro-trottoir réalisé par nos confrères d'RFI. Les Gilets jaunes, on trouve que c'est un peu excessif, non ?
et que la violence qui s'ensuit est pas justifiée. Il y a façon de parler et de trouver une solution en parlant. Ça fait 22 ans que je suis à l'étranger. La France me fait peur, la façon dont les gens réagissent, les manifestations, tout casser. Le mouvement, je le comprends parce que je pense qu'il y a des gens qui souffrent en France. Mais en même temps, c'est quand on vit en Égypte, on a parfois un peu de mal à voir la souffrance des Français quand on voit la misère qui existe ici. Et on se dit qu'il est bon de relativiser aussi quand on est à l'étranger. Faut pas que ça dure trop longtemps, parce que je pense aussi que ça fait du mal à l'économie. Je me sens pas forcément concerné au quotidien par ce qui se passe là-bas, mais je suis quand même malgré tout touché parce que j'entends effectivement la grogne française et elle est cohérente. Nous, en tant qu'expatriés, souvent, on est mal perçus parce que vous, de toute façon, vous vivez pas en France. Vous payez pas d'impôts. Vous êtes pas concernés. Mais bon, après, ça dépend. Moi, j'ai des enfants qui sont nés à l'étranger, qui souhaitent vivre en France et je leur souhaite un bon avenir. Je sais pas ce que demain sera fait, si peut-être feront partie de ces gilets jaunes plus tard, j'en sais rien. Enfin, on se sent pas déraciné parce qu'on est expatrié. Enfin, en tout cas, moi, non. Voilà, ce sont là donc le témoignage donc de personnes qui vivent en Égypte et Français installés en Égypte qui ont vous l'avez entendu, compris, un autre regard et une autre perception de ce que peuvent avoir les gens ici en France. En tout cas, le président français leur a bien dit « Je compte sur vous pour participer au grand débat national », débat lancé il y a 2 semaines maintenant, et censé répondre à ce mouvement des Gilets jaunes. Pas sûr qu'ils y arrivent. En tout cas, vos appels au 01 40 33 9000, c'est intéressant en tout cas, cher Azik, d'entendre ce que peuvent ressentir quand on vit dans un pays tel que l'Égypte par exemple, où c'est vrai, la pauvreté quand même est extrêmement importante, la répression très importante. On parlait de ces gens jetés en prison, beaucoup de gens jetés en prison sous la dictature de Sisi, et ils peuvent avoir un autre regard, ça se comprend, ça s'entend. Totalement, ça se comprend et ça s'entend totalement. Enfin, sur certaines choses, je pense qu'on a oublié un petit peu la valeur de certains droits qu'on avait en France. Je vais un peu prendre le contre-pied de ce que j'ai dit précédemment. On vit aussi dans un pays formidable, faut le dire. Ouais. On a la chance de vivre dans un pays arc-en-ciel. Ouais. On est nous à Belleville, là, dans les studios. C'est le monde. Ça veut dire dans tous les trottoirs, il y a des Thaïlandais, il y a des personnes d'origine thaïlandaise, de confession juive, musulmane. Tout le monde vit en harmonie. On a un pays qui a mis en place et qui l'a poussé le concept de sécurité sociale, ce qui fait que lorsque vous allez vous faire soigner, vous présentez aucun espèce, vous donnez une carte vitale, on vous soigne, peu importe le niveau de la maladie, peu importe votre condition sociale, ça n'a pas de prix, c'est pas dans tous les pays comme ça. Ouais. Je pense aux pays anglo-saxons. Un accouchement, par exemple, au Canada, c'est $15,000 pour replacer un peu les choses. On a un pays qui a fait le choix, heureusement que ça tient encore, mais malheureusement, je pense qu'il va falloir se battre pour ça, d'un système de retraite par répartition, qui fait que on essaie de faire en sorte que nos personnes du 3e âge vivent tant bien que mal, et malheureusement, on est en train de voir que c'est pas un acquis, qu'il faudra se battre encore pour ça. Vu d'Égypte, vu d'un pays où justement la répression politique s'est abattue, on a destitué un président, on l'a mis en prison ses partisans, on a décapité certaines personnes, on a fait usage de la force et pas de manière proportionnée. Ça peut, de leur point de vue, de leur fenêtre, ils peuvent se demander mais qu'est-ce qui se passe en France? Après, encore une fois, en France quelque part, on est dans un schéma où le dialogue social et politique fait que s'il n'y a pas de violence, on ne nous écoute pas. En Allemagne, vu d'Allemagne, c'est totalement incompréhensible. En Allemagne, où il y a véritablement une tradition de dialogue social, où je pense à des syndicats comme IG Metall qui sont représentatifs des travailleurs allemands. Lorsque je pense à des gros syndicats allemands, lorsqu'on parle à côté de nos syndicats, c'est rien du tout. Enfin, pour le coup, malheureusement, c'est aussi le fruit de notre système politique et social qui fait qu'il n'y a pas assez d'espace de discussion, mais de véritables discussions, qui fait qu'aujourd'hui on a une Assemblée nationale qui est totalement coupée du pays. Ça veut dire si demain on demande à l'Assemblée nationale de régler le problème des gilets jaunes, ils en seraient incapables. Ouais. Voilà où on en est en France. Le système majoritaire a fait qu'on a amplifié la majorité. On a aujourd'hui une Assemblée nationale où il y a plus de 50% de macronistes. Ça n'a pas de sens dans le pays. Ça n'a aucun sens. Sana réellement est avec nous. Elle nous appelle d'Orléans. Bonjour Sana. Bonjour Stéphane. Bonjour et bienvenue. Bonjour.
On vous écoute, chère Alors, Sana. je suis complètement décapitée de voir autant de violence dans ce beau pays, tout simplement, qui est le nôtre. Je suis scotchée de voir la régulation qu'on est en train de prendre et le schéma qu'on est en train de prendre. Tout ça parce qu'on a un président qui veut faire le sourd et qui fait le fier. Parlez bien devant votre téléphone, ma chère Sana, pardon. Voilà. À part pour que l'on puisse profiter et jouir de vos propos. Merci. Alors du coup, je disais que je suis vraiment décapitée de voir autant de violence dans ce beau pays qui est le nôtre, oui. De voir que on a un président qui joue le sourd tout simplement parce que ne veut pas avoir tort. Je sais très bien que la crise d'aujourd'hui qui se passe en France n'est pas complètement de la faute de Macron parce que ici Macron vient d'arriver, c'est pas lui qui a fait la crise, c'est pas lui qui a monté ses taxes, c'est pas lui qui a fait tout ça. Mais malheureusement aujourd'hui, il est là, c'est un président, elle est en face d'une crise populaire, les gens ne vont pas se calmer, ça va pas en s'arrangeant. La question qui se pose aujourd'hui en France, c'est que y a des gens qui sont en train de leur vie, qui est maintenant disons de handicap, hein, ça va très très loin, et d'autres qui se permettent de juger le mouvement en disant que oui, ils n'ont rien à faire. Non, je suis désolée. Ce sont des gens qui ont à faire parce que je connais autour de moi beaucoup qui sont dans des professions et qui se mettent dans des situations compliquées pour pouvoir avoir l'appareil, pour pouvoir manifester, pour pouvoir dire non, parce que c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est toujours la classe moyenne qui trinque, des gens comme vous, comme moi. Les riches, les très très pauvres, hein, je suis désolée de le dire, mais c'est les très riches et les très pauvres qui trinquent parce que les systèmes sociaux ne bougent pas. C'est toujours les mêmes qui sont taxés, c'est toujours les mêmes qui sont raqués pour les autres. Et ça, on en a marre hein, parce qu'on arrive à un stade où... Bon, ça là vraiment, on a une communication qui est pas terrible. Je sais pas pourquoi. Si vous avez un haut-parleur ou quelque chose, enfin un kit main libre en marche, mais c'est pas top. En tout cas, on a compris en tout cas l'essentiel de vos propos. Vous dénoncez cette violence, hein, bien sûr. Complètement. Hein, je suis complètement décapitée, comme je vous ai dit. Moi, bah là, c'est beaucoup mieux, ça là. Voilà, c'est parfait là, nickel. Moi, je comprends absolument pas comment on peut traiter son peuple de telle manière. Je peux pas comprendre qu'on laisse le peuple se battre avec la police. Je peux pas comprendre que en 2019, dans le pays droit de l'homme, soi-disant, on a autant de violence. Je vous assure, moi, je reviens de l'étranger. Oui. C'est une mascarade. On se moque de nous, mais. Vous étiez où, Sana? Vous étiez où? Mais j'étais à l'île Maurice, il n'y a pas de sympa. À l'île Maurice, juste pour faire du bateau, j'ai dû mettre un gilet jaune. Alors, j'avais des anglais. Tout le monde, juste comment ça s'appelle, pour le sauvetage, pour descendre dans l'eau. Ouais. Ah bah voilà, vous soutenez la manifestation, qu'est-ce qui se passe chez vous? Les gens rigolent, hein, mais je vous assurer que les gens rigolent, hein, mais on est complètement décarré partout dans le monde. Hein. C'est complètement ridicule. L'île Maurice, c'est sympa, sinon, pour faire un peu d'exotisme là? C'est sympa, c'est très sympa, mais une semaine ça suffit. Ah, une semaine ça suffit. Ah tiens. Une semaine ça suffit. Bon, et Razik, tu connais l'île Maurice? Oui, je connais très bien. Ouais, sympa aussi. C'est très joli. Oui, j'étais pendant très longtemps avec une Mauricienne. Ouais, pour la petite histoire, absolument. D'accord, on en apprend des On apprend des choses. Ah, d'accord. Je suis spécialiste de la gastronomie mauricienne qui est excellente. Les dalles pourries, les carrés. Je suis un grand fan de la gastronomie mauricienne. Ah ouais. Ouais. C'est épicé? C'est épicé, j'aime tout ce qui est épicé. Très épicé. Ah oui. C'est pour ça une semaine ça suffit. Ah bon, pourquoi vous n'aimez pas épicé, ma chère Sana? Si, j'adore. Ah. Là, c'est le corps, je pense, qui suit pas. C'est le système digestif qui est un peu suivant. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que j'ai un système digestif qui aime. C'est quoi la prochaine destination, Sana? Faites-nous rêver là. Écoutez, là pour l'instant, j'ai accouché bientôt, alors on va. Ah bah écoutez, Mabrouk, hein. C'est les États-Unis en tout cas. Ah très bien. Où ça aux États-Unis? Je vais aller à Houston, en Texas. Hein. Texas, yeah. Bon, Avant, il y aura les vacances d'été, mais bon, c'est pas grâce à Monsieur Macron qu'on peut se payer les vacances. Heureusement qu'on est dans des secteurs privés, on a encore des avantages de CE. Je sais pas. Bon, bah c'est super. Vous avez fait New York ou pas? New York, non, je l'ai pas fait encore. Ah bah faut le faire, absolument, faut le faire New York. Bon. Ah oui. Mais ça fait peur, on doit dire. Les États-Unis avec la France commencent à faire peur. Ce sont deux pays maintenant qui se font peur. Merci Sana et puis voilà, bon courage. C'est un petit garçon, une petite fille qui arrive? C'est une petite fille. Ah, et vous allez la surnommer comment? Ah, ça c'est la surprise. D'accord. Bah vous nous rappellerez pour nous dire alors, hein? Promis. On compte sur vous. Bon courage et soyez forte. Au revoir. Future maman. À bientôt, Sana. 01 40 33 9000. En plus, nos auditeurs nous font voyager. C'est formidable. L'île Maurice, je suis pas encore allé, moi. Ouais, je le conseille justement pour ceux qui aiment le vivre ensemble. C'est un exemple, c'est un modèle. L'île Maurice, la Réunion, tous ces pays là du bassin de l'océan Indien. C'est même pas coexistent des religions, c'est même pas elles cohabitent, c'est elles vivent très bien ensemble. Alors tiens, ça tombe bien, toi qui as été en Outre-mer, on va pas dire où, mais t'as été en Outre-mer. Oui. Comment est ressentie la crise des Gilets jaunes là-bas?
Ah, c'est vu avec beaucoup d'ironie. Ah ouais? Pour le coup, eux, ils ont. Je suis parti en Guadeloupe pour être précis. D'accord. Eux, il y a 10 ans, il y a eu le mouvement contre la vie chère de Domota, donc ils étaient un petit peu précurseurs sur ça. Le mouvement avait pris pour avoir été sur place. Les prix, lorsqu'on rentre dans une supérette, un supermarché, sont aberrants, mais totalement aberrants. Pour les personnes qui vivent sur place, réellement, il y a un coût de la vie, une dureté, une cherté de la vie qui est plus fort qu'en métropole. Mais pour autant, en même temps, comme dirait notre président, en même temps, il y a eu une volonté de la société guadeloupéenne de rester à l'écart de cette affaire métropolitaine. Ouais. Pour le coup, et ils voient ça avec un œil où ils se demandent un petit peu ce qui se passe en métropole. Moi, j'ai été logé, je prends des Airbnb quand je vais à l'étranger comme ça. Ça permet en plus de connaître un petit peu ces loueurs. On avait sympathisé avec notre loueur, qui nous expliquait qu'il faisait des allers-retours réguliers avec la métropole et que depuis 4-5 ans, il évite au maximum car il comprend plus en fait. Il comprend plus ce qui passe et pour lui, nous sommes en pleine crise et j'ai envie de lui donner raison. C'est-à-dire maintenant, des yeux guadeloupéens, la métropole est en crise. Et je pense aussi un peu partout dans le monde. On est quand même à combien? On en a 3 mois de ce moment des Gilets jaunes, qui s'essouffle pas, qui s'est durci. On est sur un bilan qui dépasse la plupart des mouvements sociaux de ces 50 dernières années. C'est plus fort que le bilan de 1968. C'est sans précédent. Et on a un pouvoir politique qui n'arrive pas à reprendre contact avec la base. On a une volonté de reprise en main avec des déclarations du président Macron. On a eu un frémissement dans l'opinion publique dans le sens où le président Macron a réussi à retourner la tendance de popularité, mais pour autant le mouvement n'est pas estompé. Peut-être qu'il y aura une traduction politique, mais bien malin serait celui qui aujourd'hui pourrait dire ce qui va devenir de ce mouvement. Et dans ce sens-là, oui, on est regardé quand même avec des yeux circonspects de l'étranger. Alors on va recontextualiser un peu ce qui s'est passé hier. Donc Emmanuel Macron, vous le savez, est en Égypte et il a rencontré donc le président Sisi, avec qui il s'est entretenu, bien sûr, reçu en grande pompe. Première visite d'État pour le président Macron en Égypte. Et lors de la traditionnelle conférence de presse, un journaliste égyptien a interpellé Emmanuel Macron, qui avait déclaré qu'il était venu pour donner quelques, non pas de leçons, mais en tout cas rappel concernant les droits de l'homme au président Sisi. Un journaliste égyptien lui a dit: mais attendez, monsieur Macron, les droits de l'homme, là, est-ce que vous les respectez, vous, vis-à-vis des Gilets jaunes avec ce bilan? Et d'où cette déclaration qu'on vous a fait écouter tout à l'heure. Et d'où cette question d'aujourd'hui. Est-ce que Emmanuel Macron peut-il encore se poser comme défenseur des droits humains? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2, et en nous appelant aussi, comme Sana, pour prendre la parole. Vous, le peuple, vous l'avez sur France Maghreb 2 tous les jours entre 16h et 18h. Un seul numéro de téléphone, c'est gratos, c'est pas comme les autres. Nous, vous nous accédez rapidement à l'antenne. 01 40 33 9000. C'est fastoche. 01 40 33 9000. Vous pouvez même nous appeler de Guadeloupe ou d'ailleurs. Bien sûr, 00 33 1 40 33 9000 pour nous appeler. Peut-être, tiens, pour ceux qui nous écoutent de l'étranger, du Canada, des États-Unis, il y en a. Ils peuvent nous appeler pour nous dire un petit peu comment ils vivent, enfin, comment ils perçoivent un peu ce mouvement des Gilets jaunes depuis l'étranger. 00 33 1 40 33 9000. Petite info pratique, messieurs, dames, parce que visiblement on nous annonce un épisode neigeux important pour à partir de ce soir, qui va traverser une grosse partie de la partie nord de la France et notamment l'Île-de-France, avec d'ores et déjà des annonces faites. La N118 qui est d'ores et déjà fermée à l'annonce de la préfecture de police de Paris. Il est recommandé d'ailleurs aux automobilistes d'essayer de partir un peu plus tôt de leur travail pour rentrer à la maison. Et d'ores et déjà, demain, tous les transports scolaires sont annulés pour la Seine-et-Marne et pour l'Essonne. Donc voilà, donc a priori pas d'école pour demain, mercredi 30 janvier. C'est un gros épisode neigeux qui arrive visiblement accompagné d'une petite tempête qui s'appelle Gabriel et qui va traverser toute la partie nord et centre du pays. Donc bon courage et surtout évidemment prudence, parce que on ne conduit jamais sur la neige comme on conduit d'ordinaire. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur, quel est votre prénom? Asdine du Val d'Oise. Bonjour à vous, bienvenue, on vous écoute, cher ami. Bonjour à votre invité et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Donc voilà, moi j'appelais pour intervenir un petit peu. Bon, j'essaie souvent de vous avoir, je vous écoute pratiquement tous les jours. C'est bien. Et voilà, donc très bien pour tout ce que vous faites, vos émissions, tout d'abord. Et en fait, voilà, je voulais réagir un petit peu par rapport à tout ça. Bon, donc, en fait, si on commence, bon, les gilets jaunes, on commence à dire ils ont raison, ils ont pas raison. Bon, après les avis, c'est normal, ils sont.
Partagé. différentes. Ouais. Et si on commence vraiment à comparer par rapport à d'autres pays, c'est vrai qu'en France, on est au top. Moi, je suis d'origine marocaine. Donc, bon, voilà, je suis fier d'être marocain, on va dire, en quelque sorte. Je suis français avant. Je vous en glisse une au passage, là, à propos du Maroc. Vous savez qu'apparemment, le Maroc va recevoir Netanyahou et que l'Algérie a d'ores et déjà interdit le survol de son territoire de l'avion de Netanyahou. Sachez-le, hein. Voilà. Ah. Voilà. Petite info glissée au passage. Après la politique. Oui, non, mais je vous la donne comme ça. Hop, une petite. Voilà. Mais c'est vrai que bon, après on est pour ou contre. Bon, moi, personnellement, je suis pas très pour, mais bon, après c'est de la politique. C'était pas le sujet. C'était juste une information. Je vous glissais entre parenthèses. Voilà. Bon, merci Christophe de cette information. Je vous en prie. Voilà, donc je revenais à ce que je disais. Donc après, il faut pas qu'on commence à comparer la France par rapport à. Si on commence vraiment à comparer la France à tous les autres pays, moins bien lotis bien sûr, parce qu'en France on est très bien, on n'a pas à se plaindre. Comme disait la dame tout à l'heure, c'est vrai qu'on a au niveau des aides sociales et tout ça, bon on est bien en France, faut dire ce qui est. Il y a des gens qui prennent des risques de mourir en traversant la mer pour venir ici, c'est pas pour rien. Donc voilà. Donc après les gilets jaunes, moi je suis gilet jaune, je suis pour les gilets jaunes. Après malheureusement, c'est vrai que ça s'est mal passé souvent avec tous les incidents qu'il y a eu. Et voilà, donc c'était voilà pour faire juste une petite remarque là-dessus. Mais bien entendu, cher ami. Merci. Arrête de comparer la France à d'autres pays parce que sinon après. Ouais. Bon, merci en tout cas pour cet appel. À très bientôt. Dans un instant, on continue de vous accueillir. Et on va parler, mon cher ami Razik, parce que c'est inquiétant de ce qui se passe au Venezuela. Est-ce que c'est un scénario à la Syrien qui se prépare? La question, on se la pose tranquillement aujourd'hui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Razik Métiche qui est avec nous sur France Maghreb 2. Et vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000, est-ce que t'as un iPhone, Razik? Non, on fait de la pub, j'ai un Huawei. Ouais, bah non, apparemment il faut tout désactiver pour ceux qui utilisent FaceTime sur iPhone, puisqu'il y a un gros bug majeur apparemment. D'accord. Quand tu appelles ton interlocuteur, tu peux le voir même s'il a pas décroché son téléphone. Donc ça, vraiment cool. Désactiver tout a priori. Gros bug majeur pour ceux qui ont iPhone et qui utilisent FaceTime. Donc voilà. Je suis pas fan d'Apple, et je sais pourquoi. Moi non plus. Ah non, moi non plus, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. Hein. Ouais, voilà. Enfin, c'est pour nous vendre des abonnements à vie Apple Store, ça va aller, c'est hyper bloqué. C'est bloqué, c'est contraignant, c'est bridé. C'est chiant. Voilà. C'est chiant. Allez, on le dit, c'est chiant. La question du jour, on la rappelle. Évidemment, est-ce que le président Macron peut continuer à se poser en tant que défenseur des droits humains alors qu'on a connu une violence, une répression sans précédent depuis quelques mois maintenant, ou plutôt les gilets jaunes en ont subi et ont découvert finalement cette répression policière que beaucoup dans les quartiers notamment on connaissent depuis des années. Voilà, donc vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2. Tiens, j'apprends qu'un syndicat de police porte plainte contre Renaud Muselier, vous savez, à propos de la cagnotte qu'il avait lancée là. Ah oui, pour escroquerie. Escroquerie apparemment. Bon, voilà. C'est pas vrai. Ah bah ouais. Quel syndicat? On a les infos? Je sais pas. Sofiane, envoie-nous l'info s'il te plaît. Notre ami Manji est avec nous. Salut Manji. Salut Christophe, bonsoir tout le monde. Salut Manji. Voilà. En fait, je vais répondre à cette question par l'ironie en fait, parce que tout simplement la France n'a jamais été un pays de droits de l'homme comme on l'entend, parce que tout simplement ce qui se passe en Afrique, c'est la France-Afrique. La France a toujours soutenu les pouvoirs dictatoriaux comme avec Sisi. Depuis toujours, a soutenu évidemment le pouvoir algérien. Toute raison gardée, Manji, avec toute raison gardée quand même, je sais pas si on peut dire que le pouvoir algérien est un pouvoir dictatorial. Franchement, c'est ton avis, c'est pas le mien. Personnellement, je le partage pas, mais bon. Manji. De blogueurs, combien de défenseurs de droits de l'homme qui sont en prison pour rien en Algérie. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas, tout simplement. Et lorsqu'on voit comment le président, je veux dire à la limite, on dit qu'un président, mais moi déjà ça fait 5 ans que je l'ai pas vu. Voilà quoi. Je veux dire, je pense pas que. Attends, bouge pas. On va demander l'avis de Razik. Qu'est-ce que t'en penses, Razik? Franchement.
Enfin, dire que l'Algérie est une dictature, je demanderais plus d'éléments. Enfin, là, j'entends l'auditeur dire combien de blogueurs. Ben justement, combien de blogueurs? Il y en a exactement. Actuellement, il y a 52 blogueurs qui sont incarcérés en Algérie. On a le journaliste. Combien vous avez dit qui est mort. Pardon? Vous avez 52. dit 52. 52. 52 blogueurs. D'accord. Après, qu'il y ait une crispation aujourd'hui, je l'entends absolument. Ça, c'est dans des blogueurs, je suis sûr. Après, il y a beaucoup qui sont poursuivis. Je parle d'incarcérés. Non, mais bien sûr. Après, vous avez utilisé le mot dictature. Le mot dictature est un mot très fort. Vous n'avez pas utilisé le mot autoritaire. Vous n'avez pas. Excusez-moi, c'est quoi la différence d'une dictature et une démocratie? C'est la souveraineté populaire. Est-ce que vraiment le peuple algérien, l'État autoritaire, on peut éventuellement. Parce que c'est arrivé comme ça dans la discussion. Vous êtes d'origine algérienne? Le peuple algérien, vous considérez que le peuple algérien est souverain lorsqu'on a un président cadre? D'accord. Est-ce que vraiment on est un peu plus souverain? Vous savez combien de contrats, combien de délégations internationales qui sont venues en Algérie, qui ont repoussé leurs accords parce que le président n'est pas là? Je peux vous répondre? Oui, bien sûr, vas-y, réponds, on l'a bien entendu. Juste pour rappeler là, vous me parlez de souveraineté, mais combien de pays en Afrique, combien de pays dans le tiers-monde sont souverains? C'est la première question, c'est un problème. Juste pour finir, si je peux répondre. Si je peux répondre, parce que si vous parlez, je ne peux pas répondre, c'est très compliqué. Manji, pardon, on est dans un dialogue, hein? J'ai à peine commencé une phrase que j'ai pas pu la terminer. Manji, ça m'intéresse pas. Elle protège les dictatures, comme regardez par exemple en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale vient de reconnaître que M. Bakboul n'a pas commis des crimes contre l'humanité. Et si qui est intervenu en Côte d'Ivoire, c'est encore la France. Ouais, mais Manji, juste ici, tu sais que c'est un dialogue, donc c'est pas un monologue. Bien sûr. Non, mais parce que Razik essaye de te parler, tu l'entends pas, donc écoute-nous, Razik. Je l'entends pas. Oui. Je vous entends. Désolé, vraiment désolé. Razik, je vous écoute. Je t'en prie. Alors ouais, juste pour reprendre ce que je disais avant d'être coupé, lorsqu'on parle de dictature, est-ce que c'est le Chili de Pinochet? Est-ce que c'est l'URSS de Staline? Non, il me semble pas. Juste attends, regardez, c'est insupportable, monsieur. Désolé de vous le dire, c'est insupportable. Laisse parler, j'ai absolument pas le temps de répondre, vous m'enchaînez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il me semble que vous pouvez, en Algérie, être dilemme, par exemple, faire toutes les caricatures que vous voulez, vous attaquer au président, vous attaquer au symbole du pouvoir algérien. Et ça, c'est pas possible dans une dictature. Absolument pas traité. La troisième chose, on a une presse, je dis je suis franco-algérien, je suis pleinement les deux. On a une presse, lorsque vous la lisez, lorsque vous prenez le quotidien, on a une presse purulente. Vous pouvez dire, écrire tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous tombez pas dans la diffamation, dans l'appel à la haine, vous pouvez dire quasiment tout ce que vous voulez. C'est la troisième chose. La quatrième chose, on est, pour le coup, on est dans un continent où la question de la souveraineté des pays se pose. Elle ne se pose pas qu'en Algérie, elle se pose pour tous les pays. Enfin, dernièrement, je suis aussi assez lucide et critique pour savoir qu'il y a des crispations aujourd'hui, que le pouvoir est en pleine réélection et que ça augure, oui, une crispation de la part du pouvoir, mais dire que l'Algérie est une dictature est pour moi factuellement faux. C'est faux, ouais. C'est fort et faux. Manji, hein? Après, reprends-toi, Manji. Avec 2-3 chiffres, c'est tout. Ouais, bah reprends-toi. Après, voilà. Après, on passe. Après, voilà. La première chose, on a 250 000 morts par une enquête. On a la loi de l'amnistie, qui, en fait, c'est pas une loi de concours, c'est la loi d'amnistie pour les pouvoirs pouvoir. Elle a été tellement mal faite, la loi d'amnistie, qu'elle a été reprise par l'ONU, qu'elle a été appliquée en Colombie. Elle est très mal faite, la loi d'amnistie, c'est vrai. Je finis, s'il vous plaît. 26 000 disparus. 26 000 disparus, pas une affaire élucidée. Combien d'affaires, par exemple, Chekib Khalil, qui est tapé dans la caisse, qui est poursuivi en Italie, et par contre, il est protégé en Algérie. Tout le monde sait que Chekib Khalil a tapé dans la caisse. Non, mais là, si vous me dites qu'il y a de la corruption en Algérie, c'est pas un scoop, monsieur. Enfin, réellement. Pardon? Ce que vous me dites qu'il y ait de la corruption en Algérie, ce n'est pas un scoop, hein. Mais le fait qu'il y ait de la corruption en Algérie fait de l'Algérie un pays. Non, c'est pas ça, la dictature. C'est par un coup d'état politique, coup d'état militaire en 92, et maintenant, c'est les gens d'influence, c'est de l'argent qui commandent l'Algérie. Il n'y a aucune production. Ils sont où l'argent du pétrole? Qui a fait un coup d'état? Manji, qui a fait un coup d'état en 92? Pardon? Qui a fait un coup d'état en 92? Khazazar. Pour le coup, fallait laisser le processus et laisser le fils et le GIA au pouvoir?
Bah, exactement, le peuple il a voté. Vous êtes qui pour décider que le peuple il a mal voté ou pas? Moi, je suis personne, c'est pas moi. Si ça vous échappe, pas, j'ai pas fait de coup d'État. En l'occurrence. Cher ami. Bon, on a bien compris, cher Manji. Merci, Manji. À bientôt. J'ai fait exprès de poser la question pour que vous compreniez. Voilà. 01 40. Non, mais on peut pas laisser dire ça. On peut pas laisser dire que l'Algérie c'est un. Je suis critique dans mes amours, mais. Non, mais la dictature, quand on voilà. Dire que l'Algérie est une dictature. Tu as pris des exemples concrets de la dictature. Qu'il y ait de la corruption, qu'il y ait un système clientéliste, qu'il y ait enfin voilà, tout cela est su et connu de tous, qu'aujourd'hui qu'il y ait de la répression au niveau des journalistes, oui, absolument. Mais dire que l'Algérie est une dictature, surtout que cette personne-là, à mon avis, comme elle se dit, elle est franco-algérienne, lorsque demain elle va atterrir à Alger, elle passera ses vacances tranquillement. Si c'était une dictature, vous pensez réellement qu'on puisse s'exprimer comme ça sur son pays, ne pas être inquiété? Enfin, prenez la presse algérienne, allumez la télé algérienne, c'est vivant. Il y a des débats, il y a une élection qui arrive, qui est un système, qui soit autoritaire, je veux bien l'entendre, mais dire que l'Algérie est une dictature, non, je l'entends absolument pas. Non, c'est juste pas possible d'entendre ça. Voilà, après, effectivement, on peut être critique, bien entendu. Bien sûr, mais on peut, et comme tu disais, un dilemme dans une dictature ne pourrait pas. C'est impensable, on lui aurait cassé ses mains. Enfin voilà. Ouais, casser ses mains ou autre chose d'ailleurs. Autre chose. Oui. Et c'est vrai, quand on entend, de temps en temps, dans certaines manifestations aujourd'hui, ou dans la bouche de certains Français, que Macron est un dictateur, il faut juste arrêter 5 minutes. Faut arrêter. Qu'on soit pas d'accord avec les présidents, voilà. Faut savoir user des bons mots quand même. Voilà, mais il faut quand même se reprendre. Il y a quand même des mots, attention à ne pas employer, parce que c'est facile d'employer des mots quand on n'a pas connu la dictature. Il y a des gens qui la connaissent encore aujourd'hui. Elle existe encore dans certains pays. Ça me fait même penser aux pancartes qu'on voyait au mai 68 où il y avait écrit CRSSS. Enfin voilà, faut savoir raison garder quand même des fois. Exact. À l'autre appel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Tout à l'heure. Oui, quel est votre prénom, pardon, rappelez-le-moi. Stéphane. Oui, on vous écoute. Bonjour. Voilà, moi je suis français pur souche, je m'appelle Stéphane. Donc moi je suis pas ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai juste à dire que j'ai passé toutes mes années, je les passe en Algérie. Et l'Algérie, je confirme, c'est pas une dictature. C'est un pays qui est libre et qui est super, qui est magnifique. Seulement dans le pays, il faut bouger, il faut voir le pays, pour voir la beauté du pays. Voilà. Vous avez raison, Stéphane. C'est un très beau pays. Très, très beau pays. Merci beaucoup, Steph. Je suis allé dans le sud de l'Algérie. J'ai refait toutes les routes que mon grand-père a eu l'occasion mon arrière-grand-père a eu l'occasion de faire en poids lourd. Biskra, Moussa, vous voyez vraiment le sud de l'Algérie. Biskra, Bousrada, toute la ligne. Toute la ligne du pétrole qui a remonté à l'époque en Europe. Mais pour connaître ça, il faut avoir parlé avec ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Voilà quoi. Mais l'Algérie, c'est un très beau pays et je confirme, il n'y a pas de dictature. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui investissent là-bas. Oui, de plus en plus. Ça serait une dictature, on n'investirait pas. Il n'y a personne n'investirait là-bas. Merci Stéphane, merci à toi. À bientôt. 01 40 33 9000. C'est vrai que c'est un beau pays. Il y a juste à revoir la documentaire. On a commencé sur les gilets jaunes, on a fini à Alger. C'est incroyable, hein. C'est ça l'émission, c'est ça le direct, mon ami. C'est les auditeurs aussi qui sont là pour un petit peu nous orienter ou nous désorienter aussi de temps en temps. Bien sûr. Un autre appel peut-être avant de partir au Venezuela, parce que là c'est une crise majeure qu'il va falloir qu'on décortique un peu, Razik. Allô, bonjour. Oui, salam alaikum, c'est Fatah. Fatah, bonjour Fatah, comment ça va? Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien Fatah, t'es sur Paris, sur la route, comment ça se passe là? Ça roule bien pour l'instant? Bah écoute, moi je suis pas de Paris, je suis un peu de la lointaine banlieue, je vais dire ça. Ouais. Je suis parti un peu plus tôt parce que les bouchons vont être terrible. Plus en plus tôt aujourd'hui, tout le monde va rentrer chez soi. C'est ça. Et je veux pas être emmerdé. Tu vas vers où là, dans quel secteur? Alors j'habite le fin fond du 77. Ouais. Parce que si je tombe plein, personne ne connaît. Ah bah si, on connaît. Allez, c'est Provins. Attends, mais qui connaît pas Provins, voyons. Attends, t'abuses, pas tard. Voilà. Écoute. En plus, il y a je suis dans une ville moyenâgeuse. Oui, exact. Voilà. Oui, absolument. Bon, Fatah, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, mais Mounji, je mets une question. Mounji, c'est un Algérien d'origine ou pas? A priori, oui, mais c'est pas le propos. Enfin, oui, je pense qu'il est algérien, oui. Non, parce que c'est important de savoir. Si, il est algérien, C'est important de savoir qui parle. Oui.
pour comprendre sa position. C'est super important, ça permet de comprendre. Oui, Ben, cela dit, le débat est en train de tourner là. C'est un débat qui va devenir très passionné dans quelques instants. Oui, il a pris une tournure à 180 degrés direction Alger. C'est ça, voilà. Ah oui, mais attends, Fata, je suis d'accord. on peut pas le laisser dire, Fata. Excusez-moi. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, on t'écoute, vas-y. Bon, je voulais juste apporter on parle d'Algérie, ben moi aussi je vais mettre mon grain de sel. C'est un État, bien oui, on le sait tous, c'est la corruption à 1000%. Mais si t'embêtes personne vient te hagar, comme on dit en arabe. Donc c'est loin d'être un État dictatorial. C'est juste pour dire ça. Bah c'est pour ça qu'on s'est permis, en tout cas je me suis permis de le reprendre, parce que il y a des choses que je peux entendre, c'est la liberté d'expression et tout, mais il y a des choses qu'on peut pas entendre, c'est-à-dire des bêtises. Des choses qui sont fausses. Et quand il y a des mensonges qui sont proférés, on est là aussi pour les corriger. Hein. Après, encore une fois, on peut être critique, et c'est bien de l'être d'ailleurs. Et on l'est vis-à-vis de l'Algérie, comme on l'est vis-à-vis du Maroc, de la Tunisie, de la France et d'ailleurs. Mais il faut pas non plus, parce qu'on est critique, aller dans l'exacerbation. Non, c'est pas ça qu'on dit. Bon, bref, vous m'avez compris. L'exagération, oui, la voilà, caricature même. C'est la caricature, voilà, pour dire que l'Algérie est une dictature. Faut juste arrêter 5 minutes. Merci, Fata. Bon retour à la maison. Merci, bon retour à Provins. Oui. Oui. Merci à toi. Merci infiniment à toi, parce que ce que tu fais aujourd'hui sur la radio, sur la bande FM, peu de gens ont les cojones de le faire. J'aime bien. Et ça, je te tire mon chapeau. Merci à toi, mon ami. Merci à toi. Salut, Fata. 01 40 33 9000. Et oui, comme il a bien fait, Fata, de partir plus tôt du travail. Si vous pouvez le faire, faites-le, parce que a priori, ça promet d'être très chargé ce soir. D'autant plus qu'il y a des routes qui sont déjà fermées. D'ailleurs, la N118 dans tout l'ouest parisien. Et on nous annonce apparemment un gros épisode neigeux. D'ailleurs, je sais même pas, pour vous dire très sincèrement, si demain je serai là. Mais bon. Même moi, je me pose la question de savoir si je vais pas reprendre un billet pour une destination un peu plus chaude. J'ai froid. Ah, t'as envie de partir, toi? Oui, t'as envie de te barrer? Ouais, franchement, réellement, oui. Bon. J'ai du mal avec l'hiver. Manji, tu nous as fait exposer notre standard. Qu'est-ce qui se passe? Allô, bonjour. Allô, qui est là? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je vous appelle, monsieur, déjà, pour parler de... D'abord, attends, on se présente, mon ami. Quel est ton prénom? Ouais, c'est Momo de Paris, parce que moi, je me suis fait allumer par la police dans les manifestations. Et je voudrais que vous en parlez un peu plus, les journalistes, au lieu de cacher la vérité. On se fait allumer par la police dans les manifestations, c'est illégal. Momo, tu peux pas nous dire ici à nous de ne pas en parler, on a fait que ça, Momo. Non, vous n'en avez pas parlé, vous n'avez pas dit qu'on s'est fait tirer dessus comme et gazer comme des bêtes. Non, mais tu plaisantes ou quoi? On n'a pas arrêté de le dire. On n'a pas arrêté de le dire avec des gens qui font partie de... Vous n'avez pas couvert, vous n'avez pas venu sur les manifs pour dire qu'ils cessent le feu sur nous. Parce que la police nous vise la tête maintenant avec les flashballs. Moi, j'ai failli mourir à cause de ça. Donc, je suis témoin que la police française veut tuer les Français. Ouais. Ça, il faut dire à la radio. Voilà, il faut gueuler à la radio. Il faut dire qu'ils arrêtent de tirer sur les gens avec des flashballs en pleine tête. Moi, je l'ai vu devant moi. Merci, Momo. C'est la vérité, Christophe. Ouais, non, mais j'entends bien, mais bon. C'est pas des conneries quand je parle. Moi, c'est la vérité, parce que ça me fait mal au cœur. J'ai vu les gens tomber à côté de moi et c'est très grave ce qui se passe. Bien sûr que c'est grave, Macron, la répression. Dégage, Macron, hein. Dégage vite. Et après, on fait... Attends, alors, moi, je te pose une question, Momo. Ouais, c'est nous qui allons prendre le pouvoir après. C'est nous, nous-mêmes. Mais qui, nous? Prendre en main. Mais qui, nous? Moi, le peuple, c'est nous. Les humains, les êtres humains, on n'a pas besoin d'eux pour se diriger, on n'est pas des boutons. Ça fait 40 ans qu'on subit une dictature. Arrêtez avec votre mot, arrêtez avec la dictature, sérieusement. J'ai raison, je t'aime bien et tout, t'es un mec cool, je sais que t'es franc. Non, mais faut arrêter les conneries, quoi, les gars. On subit une dictature de l'État français, il y en a ras-le-bol, on va prendre le pouvoir. Nous, non, mais de là à dire qu'il y a une répression, il y a de là. Attends, j'ai du mal aussi avec ce discours. Momo, il faut quelle dictature en fait, Momo? Quelle dictature? Je suis pas d'accord. Momo, on va aller au bout, Christophe. Tu peux nous rappeler, nous dire ça là en l'occurrence. Quelle dictature en fait depuis 40 ans? Qu'il y ait une crise économique. Bah voilà, il raccroche après. C'est facile de prendre son téléphone. Enfin, j'ai du mal. Prenez un billet, allez en Birmanie, allez dans certains pays dictatoriaux. On en reparle après si la France est une dictature. Faut arrêter. Enfin, au bout d'un moment, lorsqu'on crie trop loup, lorsque le loup il va venir pour de vrai, on saura plus le reconnaître. À force qu'il y ait des gens qui manient les mots en n'ayant pas le poids des mots. Un mot, c'est un poids, c'est un sens. Lorsqu'on dit que la France est une dictature, désolé, je peux pas l'entendre. Alors peut-être la sagesse d'une dame va venir un peu calmer toute cette ardeur. Allô, bonjour. Oui, bonsoir, je m'appelle Laura de Paris. Bonjour Laura de Paris, soyez la bienvenue ma chère Laura.
Merci. Je suis franco-marocaine et j'écoute votre émission depuis tout à l'heure, comme très souvent quand je conduis, que je suis dans les bouchons. Et vraiment, je suis un petit peu effarée par les propos que j'entends. Effectivement, le mot dictature, enfin, je préfère mettre ça sur le coup de l'ignorance, parce que vraiment, on peut vraiment pas l'utiliser. Ça, c'est la première chose. On est d'accord. On est totalement d'accord, Laura. Les mots ont un sens. Les mots, bah oui, les mots faut ont un arrêter sens. quand même. Tu vois. Bon. Je crois que ces gens-là n'ont pas vécu la dictature, moi non plus d'ailleurs. Et heureusement, Dieu merci. Ouais. Heureusement. Mais quand même, de là à aller parler de dictature, bon, je suis pas d'accord. Ça, c'est la première chose. Oui. La seconde, concernant le débat national. Oui. Il y a une information que moi, je voulais porter à votre connaissance. Allez-y, je vous en prie. Qui explique bien, en fait, un petit peu l'état général de nos politiciens. Hein. À savoir que dans les mesures qui avaient été un petit peu les premières réponses d'Emmanuel Macron, enfin les premières, on va passer le passage où il a un petit peu ignoré la voix du peuple, mais où il a essayé de faire quelque chose. Donc il a effectivement encouragé les entreprises françaises à faire un geste sans qu'il y ait d'obligation pour verser une prime. Oui. Pour aller jusqu'à 1 000 euros, oui. sans imposition, oui. et sans charge pour les employeurs. Oui. Alors, je ne sais pas si on a le droit de citer le groupe ou pas. Bien sûr, allez-y. J'ai été effarée d'apprendre que le groupe Crédit Mutuel CIC, oui. bon, je suis désolée, c'est une banque, hein, oui. J'en fais partie de ce groupe-là, donc c'est pas le problème, a pris la décision de verser effectivement une prime de 1 000 euros. Bon, super. C'est bien. Il y a des entreprises qui jouent le jeu. Sauf que cette prime va être versée à l'ensemble des salariés du groupe. C'est-à-dire que même le président de ce grand groupe va toucher cette prime. Ah oui. À la même hauteur, 1 000 euros, de la même manière à la même hauteur, c'est pour tout le monde. 1 000 euros pour tout le monde. D'accord. Bon, alors sincèrement, je pense bien que ces grands patrons, ils n'avaient pas besoin de 1 000 euros. D'ailleurs, même dans les échanges entre les collaborateurs et les salariés, beaucoup ont dit mais c'est ridicule. Enfin, des cadres qui effectivement se sentaient pas concernés, entre guillemets, par ce mouvement des Gilets jaunes, de par leur statut et puis de leur situation financière, qu'ils méritent parfaitement, c'est pas le problème, hein, j'en suis également une, donc c'est le problème. Mais ils se sont dit, mais dans ce cas-là, s'ils avaient autant d'argent à distribuer, pourquoi ne pas avoir distribué plus que 1 000 euros aux salariés qui en avaient le plus besoin, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est pas le groupe Crédit Mutuel forcément que je condamne, mais encore une fois, ce sont des mesures qui sont prises ou des encouragements qui sont donnés, on pourrait presque appeler ça une circulaire, de notre État, mais qui ne sont pas encadrés. Et donc, il y a toujours des abus. Toujours, ça ne répondra pas à la crise des Gilets jaunes. C'est très clair. En plus, je pense pas que ce soit dans le secteur bancaire que les gens soient le moins bien lotis, même s'il y a de toute façon aussi au sein de ce secteur des salaires qui sont très bas. Ouais. Mais vraiment, cette information, et je suis étonnée que personne n'en parle. Bon, après, je pense pas que... Mais je serais curieuse que l'État fasse une petite enquête et puis se renseigne un petit peu quelles sont les personnes qui ont touché cette prime. Enfin, c'est quand même effarant de vous dire qu'un président d'un tel groupe va lui aussi percevoir cette prime de 1 000 euros. Enfin, oui, ça paraît quand même assez inconcevable. Mais voilà, je vous crois très volontiers, ma chère Laura, et merci d'avoir porté à notre connaissance cette information. Vous êtes bien placé puisque que vous travaillez au Crédit Mutuel. Voilà, ouais, vous en faites partie. Voilà. Et vous l'avez touché, vous, cette prime, alors? Oui, tout à fait. Je l'ai touché. Oui, c'est pas le problème. On va tous la recevoir fin janvier. D'accord. Bon, formidable. Mais bon, oui, c'est formidable, mais bon, je pense qu'il y avait des gens qui en avaient plus besoin, vous voyez. Oui, non, mais on a bien compris. Oui. Je pense pas qu'ils ont un plaisir à se faire. Enfin, c'est vrai que cette répression qu'il y a contre les manifestants, personnellement, je cautionne pas. Après, sincèrement, la manifestation de dimanche qui dit oui, on n'est pas contre les gilets jaunes, mais on manifeste juste contre les violences. Enfin bon, voilà quoi. Je suis pour les manifestations. Après, il faut que ça ait un sens, un réel sens, un objectif. Arrêtons de manifester à un moment donné, et puis vraiment prenons des mesures réelles. Je ne dis pas que je suis pas convaincue par le débat national, mais je vous cache pas que j'y mets quand même un grand bémol. J'ai l'impression que c'est juste une façon de gagner du temps. Bon. Oui, n'oublions pas qu'il y a les européennes et que Emmanuel Macron a tout intérêt de gagner du temps, comme vous dites, pour aller tranquillement aux élections européennes. Je pense que ça sera trop tard pour les européennes. Il aura beau même leur verser une prime de 1 000 euros, je crois pas. Comment vous pensez que ça va se terminer, Laura? Sincèrement, je vais reposer ma question différemment. Non, je vais reposer ma question différemment. Quel est, selon vous, le geste fort que devrait faire maintenant Emmanuel Macron pour qu'on arrête et qu'on cesse cette crise? Selon vous, hein? Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. Donc, effectivement, la fiscalité. J'ai regardé par curiosité l'émission de Cyril Hanouna. Oui. Qui proposait un grand débat national. Que je salue, moi. Moi, je l'ai trouvé bien, cette émission. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ah, absolument. Ouais, absolument. Il a Hanouna, en tout cas, été sur... à tous les propos de Madame Schiappa. Ah oui, qui a été catastrophique, par contre, elle. Elle déborde. Ouais.
Puis bon, faire inviter chaque personne au paperboard si on était à l'école maternelle, enfin bon, c'était pas du tout maîtrisé. Enfin, je l'ai trouvé. De toute façon, je la trouve très rarement. Elle est très énervante. Dans cette intervention. Voilà. Enfin, c'est pas contre la personne elle-même, mais non, mais bon, voilà. C'était quoi. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de mesures qui franchement, mais je me suis quand même dit à ce moment-là, c'est quand même incroyable. On a une secrétaire d'État qui est là pour récolter et recueillir toutes les mesures. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Pourquoi ils sont payés? C'est pas oui, exactement. C'est à eux de trouver les solutions, c'est pas à nous. Le seul truc qui m'a dérangé, voilà, je me suis dit, mais c'est incroyable. On est en train de tout leur apporter sur la table. S'il faut en passer par là et qu'on arrive à quelque chose, je veux bien, mais sincèrement, je suis pas convaincue parce qu'elle a passé son temps à dire oui, mais attention, il faut quand même prendre en considération le fait que si on donne quelque chose, il faudra qu'on enlève. Mais pas du tout, madame, mais pas du tout. Il faut juste rééquilibrer un peu les budgets de différents secteurs, tout simplement. Tout simplement. Et commencer déjà par l'État. Beaucoup disent oui, c'est pas les salaires des députés, tout ça qui vont faire. Mais on ne parle pas que de leur salaire, on parle de leur confort, on parle de ces députés qui arrivent à faire des acquisitions immobilières avec leurs primes. Enfin, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Merci Laura en tout cas et bon retour à la maison. Merci Laura. Je vous en prie, bonne soirée à vous. Bonne soirée et continuez de nous rester fidèles et de participer surtout, c'est important, hein. Participer. Quand on arrive à vous joindre, c'est avec plaisir. Bon, en tout cas, plaisir partagé, ma chère Laura. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000. Tiens, je vous signale quand même une petite info pratique. Vous qui vous êtes très nombreux à l'avoir téléchargé, l'application France Maghreb 2, tu l'as, Razik, j'espère. Oui. Est-ce que tu as remarqué un petit changement? Non. Ah bah c'est pas bon. Je suis pas parti là très très récemment. Et bah quand vous ouvrez l'application, vous pouvez non seulement donc écouter la radio, ce qui est déjà essentiel, mais vous avez ce petit bandeau là d'actualité avec tous les articles à la une du site francemaghreb2.fr. Voilà. Hop, tous les articles qui ont été mis sur le site, vous les avez aussi sur votre application. Donc vous pouvez doublement la télécharger. Notamment, il y a un excellent article d'hier sur ce pourquoi De La Villardière n'a pas été filmé en Algérie. Ouais, bah parce qu'il n'a pas eu le visa, tout simplement. Et oui, donc dans un instant, on va s'intéresser un peu au Venezuela, mon cher Razik, parce qu'il se passe des choses assez troublantes, assez inquiétantes. On en reparle. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum et on est là tous les jours, messieurs, dames, et en direct avec vous, avec le plus grand plaisir que nous partageons avec vous, d'échanger, de parfois ne pas être d'accord, mais en même temps se respecter, c'est important, les règles d'usage. On peut tout dire, la liberté d'expression, elle est là, elle est bel et bien présente, en respectant les règles d'usage de l'émission que vous connaissez tous, que je n'ai pas besoin de vous rappeler. Ou si j'ai besoin de le faire, c'est que vous avez dépassé la ligne rouge. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone magique pour venir jusqu'à nous et parler, échanger. Ça fait du bien de temps en temps de pas trop imposer de sujet et puis de laisser parler un petit peu le peuple pour voir un petit peu ce qu'il ressent sur cette actualité qui nous inonde, mon cher Razik. Et on vous écoute aujourd'hui. On va parler du Venezuela, mais je crois qu'on a un nouvel appel là tout de suite. On va prendre. Allez, aujourd'hui c'est priorité aux auditeurs. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Quel est votre prénom? Fatia du Val d'Oise. Bonjour Fatia du Val d'Oise. Alors, moi, je vous appelle par rapport à ce que a dit Laura sur les primes. Oui. Et justement, moi, j'en ai une aussi. Oui. Et donc, elle disait que les cadres ainsi que les patrons ont une prime aussi. Dans sa société, attention, hein, Crédit Mutuel. Oui, parce que nous, c'est la même chose. En revanche, il y a un montant minimum à ne pas dépasser pour donner. Absolument, oui. C'est pas plus de 1 000 €, je crois, hein, si je me souviens bien. Attends, 3 300 à l'année. D'accord. C'est-à-dire 3 fois le SMIC. Ne pas dépasser 3 fois le SMIC. Et donc, moi, c'est la même chose. Les cadres l'ont eu, avec un montant de 200 €, non pas de 1 000 €. Et donc, eux, par contre, ils sont soumis à cotisation. D'accord. C'est-à-dire que nous, elle est pas imposable. Oui. Et pour eux aussi. D'accord. Donc, au fait, les PDG, ils ont joué le jeu en donnant aussi aux cadres, mais avec, elle est soumise à cotisation, donc elle ne s'appelle pas prime PEPA, elle va s'appeler prime exceptionnelle. Prime exceptionnelle, d'accord. Merci pour l'info, ma chère Fatia. À très bientôt du côté du Val d'Oise.
Merci. À bientôt. 01 40 33 9000. Alors, amis auditrices, auditeurs, Azik, le critique russe contre les États-Unis après les sanctions américaines contre la compagnie pétrolière du Venezuela, sanctions jugées illégales par Moscou, qui dénonce la volonté des États-Unis de renverser les autorités légitimes du Venezuela, alors que plus de 3 millions de Vénézuéliens ont quitté déjà leur pays pour fuir la répression et la misère, et les exils provoquent des tensions dans les pays voisins, comme par exemple en Équateur. Alors qu'est-ce qui se passe au Venezuela, mon cher Azik? C'est la question que l'on peut se poser aujourd'hui. Il y a une volonté, quoi qu'il arrive, de pays étrangers de déstabiliser le pays du Venezuela, qui connaît une crise sans précédent en ce moment, et aujourd'hui finalement on a l'impression qu'un scénario de déstabilisation massif est entré en action. La question, je te la pose directement, est-ce que c'est pas aussi pour s'attaquer aussi un peu quelque part à l'Iran? À l'Iran peut-être, mais aussi ce qu'il faut avoir en ligne de compte, se rappeler qu'aujourd'hui, une question très simple, aujourd'hui si on fait un blind test, si on envoie une question sur les réseaux en demandant pour vous quel pays détient les premières réserves de pétrole au monde, l'opinion publique dira peut-être à 80% c'est l'Arabie Saoudite. C'est faux. C'est faux. C'est le Venezuela. Absolument. Donc déjà il faut avoir ça en ligne d'esprit et toujours se souvenir que les États-Unis aiment le pétrole. C'est quelque chose qu'ils aiment bien. C'est une denrée. Ça ils aiment bien. Donc déjà la première chose, le Venezuela recèle dans son sous-sol les plus grandes réserves prouvées au monde en termes de pétrole. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut faire un peu d'histoire. En 1823, il y a un président qui s'appelait Monroe qui a établi ce qu'on appelait, qui a posé les paradigmes qui sont toujours en cours aujourd'hui, qui s'appelle la doctrine Monroe. La doctrine Monroe stipule que le territoire stipule deux choses. Premièrement, ça c'est faux. Enfin, ça a été revu par le système américain. Premièrement, les États-Unis ne se mêlent pas des affaires du monde. Et deuxièmement, c'était le corollaire. Les États-Unis font de l'Amérique, du continent américain, c'est-à-dire de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, la chasse gardée des États-Unis. Ça veut dire que le Venezuela, le Pérou, le Brésil, l'Argentine font partie, dans l'acceptation américaine, font partie de l'essentiel même de la sécurité intérieure des États-Unis. Donc ça, faut bien l'avoir en mémoire. Lorsque Hugo Chavez prend le pouvoir au Venezuela, il contrecarre cette volonté américaine. Ça veut dire, lorsqu'on prend l'histoire de l'Amérique latine sur le dernier siècle, les États-Unis ont toujours eu cette volonté de placer des pions à eux, et lorsqu'ils n'avaient pas des pions à eux qui étaient placés dans des pays, ils avaient la volonté de fomenter des coups d'État. On peut prendre l'exemple de Cuba. Cuba était une succursale américaine jusqu'au renversement et jusqu'à l'arrivée de Castro au pouvoir. Aujourd'hui, dans les années 90, en fait, l'avènement d'Hugo Chavez avait précipité presque une volonté d'autonomie, presque d'indépendance du continent américain. On avait eu Lula, on avait eu Morales. Enfin voilà, dans les années 90-2000, le système américain commençait à prendre pied dans une région qui est pour elle stratégique. On peut voir qu'aujourd'hui, c'est le retour des USA, mais de manière directe, une volonté américaine de reprendre en main le continent américain. Il faut voir l'élection de Bolsonaro au Brésil, qui justement est un allié fiable du système américain et un allié fiable de Donald Trump. Et il faut voir que ce mouvement, tel qu'il est pensé aujourd'hui, on peut dire c'est une guerre civile. C'est une guerre civile aussi qui est pilotée de l'étranger. On peut voir que la plupart des opposants étaient pilotés via des ambassades. Je pense à l'ambassade du Canada au Venezuela qui a beaucoup piloté ces événements. On peut voir qu'aujourd'hui c'est l'axe du bien, je mets des guillemets, qui reconnaît la présidence de Guaidó. Guaidó, c'est un putschiste. La réalité c'est ça. Il n'a pas été élu. Il n'a été élu par personne. Il demande à se faire reconnaître par son peuple ne le reconnaît pas, l'armée ne le reconnaît pas, Donald Trump l'a reconnu, le Canada l'a reconnu, Israël le reconnaît, l'Union européenne nous a fait un texte en clair-obscur parce qu'il n'y a pas de position commune. Et dans la réalité, en gros, l'Angleterre reconnaît, l'Allemagne reconnaît, la France demande des élections, voilà, il y a une position qui n'est pas commune. En tout cas, on peut voir qu'il y a une volonté, là je pèse le mot parce que c'est le mot qu'il faut employer, il y a une volonté impérialiste de renouveler et de mettre
mettre le Venezuela au pas. C'est une réalité. Le Venezuela embêtait le système américain, le système mondial par son indépendance, par son autonomie. Après dire cela, il y a une crise aussi majeure. Il y a une crise majeure, c'est-à-dire qu'il y a une crise de réfugiés. Il y a 3 millions de personnes qui sont parties du Venezuela. Ouais. On a une inflation qui est de plus d'1 million de %. Pour avoir, ça veut dire que concrètement, vous sortez le matin, la baguette coûte, je sais pas moi, 10 000 pesos. Vous arrivez le soir, elle en coûte 100 000. Ça a marché sur la tête. Une inflation d'1 million de %. Je ne sais pas à quelle page remonter dans les almanachs d'histoire pour retrouver ça. Peut-être dans la crise de Weimar, dans la République de Weimar et la crise du Deutschmark dans les années 1920 en Europe. On n'a plus des inflations à 6 chiffres, 7 chiffres. Ça n'a aucun sens. Mais Razik, oui, aujourd'hui, pour essayer de comprendre, quand on voit que le président qui s'est auto-proclamé a annoncé hier soir avoir pris le contrôle des intérêts extérieurs du pays. C'est qu'il y a de l'entrise, mais qu'il y a de l'aide à l'extérieur. Mais comment on arrive à arriver à ce genre de truc? C'est incompréhensible vu d'ici. C'est difficilement compréhensible, mais pour les latino-américains, c'est plus compréhensible. C'est un modèle qui a déjà été usité, prouvé, mis en application. Reprenez Salvador Allende. Reprenez ce qui s'est passé en 1973 au Chili. On a eu un président démocratiquement élu, Salvador Allende, élu par le peuple chilien, un président en plus qui était en train de donner des gages de réussite et qui était en train de donner des gages de non-alignement. Washington n'était pas d'accord de cet non-alignement, a fomenté un coup d'État via la CIA et a mis Pinochet au pouvoir. Enfin là pour le coup c'est pas faire montre de conspirationnisme, ce sont des faits qui sont prouvés historiquement avec les archives américaines à la pluie pour le coup. Donc c'est un modèle qui est déjà usité. Là aujourd'hui il est aidé par les pays frontaliers, notamment le Brésil, bien évidemment par la Colombie. La Colombie, il faut avoir c'est pour ça que l'histoire-géographie s'apprend à l'école ensemble. Il faut avoir les cartes lorsqu'on parle d'un pays. Il faut bien avoir les cartes du Venezuela et des pays frontaliers. Le Brésil et la Colombie sont des pays qui aujourd'hui ont totalement été arrimés au système américain. Oui, ce sont des porte-avions. Je vais même plus loin. Ce sont des porte-avions du système américain dans le secteur. Ils payent aussi la crise des réfugiés dans le sens où les Vénézuéliens vont traditionnellement, naturellement, historiquement dans les pays voisins que sont le Brésil et la Colombie. Et aujourd'hui, par exemple, on avait au Colombie, on avait un cessez-le-feu qui a même été récompensé par le prix Nobel de la paix. La Colombie, le président colombien et les FARC avaient reçu le prix Nobel de la paix car ils avaient déposé les armes après plus de 40 ans de guerre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On repart sur un scénario de pré-guerre civile en Colombie et au Venezuela, c'est la même chose. On part sur un scénario malheureusement qui est en train de s'écrire de guerre civile et je mets des guillemets crochet parenthèse sur le mot civil parce qu'elle n'est pas aussi civile que ça. Lorsqu'on a des pays étrangers qui mettent de l'huile sur le feu, dont la France. Enfin, je vais donner un exemple pour que les gens aient bien en comparaison ce qui se passe. C'est comme si, je mets le com pour la comparaison, c'est comme si aujourd'hui on avait Gérard Larcher, président du Sénat, qui se disait moi je suis le président, je ne reconnais pas les élections et qui demandait l'aide des pays étrangers et qui demandait l'aide de l'armée et qui était reconnu par Trump, par Israël, par d'autres pays en disant c'est moi le président. On ne connaît pas encore l'armée vers quel camp elle a pas encore basculé l'armée. Elle ne basculera pas l'armée. Enfin ça pour le coup c'est un fantasme d'officine ou de groupes de presse occidentaux. Mais quand on a les chancelleries occidentales telles que la France, l'Allemagne et d'autres pays qui mettent directement un référendum en disant vous avez une semaine pour organiser des élections à Maduros. Pour le coup je vais vraiment parler de la France, on s'est tiré une balle dans le pied. On aurait pu être médiateur dans l'affaire. Ça veut dire lorsqu'on prend position d'une manière aussi flagrante contre le droit parce que on nous parle de souveraineté. Qu'on se rappelle, le président Maduro, il est issu d'un coup d'État ? Il a été élu ou pas ? Oui, il a été élu. D'accord. Donc au moins c'est juste replacé. C'est Chavez qui avait demandé au peuple vénézuélien de voter pour lui, avant quand il a annoncé qu'il était malade. Donc on a un président élu, qu'on essaie de déstabiliser. La France aurait pu amener une médiation, dans une tradition qu'elle n'a plus d'ailleurs de médiateur. Aujourd'hui, en prenant position de manière aussi flagrante, en édulcorant un petit peu sa position, en ne reconnaissant pas, mais en demandant des élections, en pinaillant, en tweetant comme le président tweet, on se tire une balle dans le pied. Moi, je vais prendre un pays qui, pour moi, a une position que je tiens à saluer, c'est le Mexique. Le Mexique, qui est le voisin direct des États-Unis, qui est donc, lui, pour le coup, en pleine négociation, et Dieu sait qu'avec Donald
Donald Trump, c'est très difficile entre la crise des migrants, entre le mur que le président veut faire payer. Le Mexique a adopté une position de neutralité, a invité le président Maduro, a invité les opposants pour asseoir tout le monde à une même table pour essayer d'avoir une solution politique. Ouais. Et je salue cette initiative. Et malheureusement, la France ne peut pas être à la base de ce genre d'initiative, car elle a pris position. Et c'est assez risible. Et lorsqu'on le voit, les camps en présence, malheureusement, ce sont les mêmes camps qui se sont entre-déchirés aussi en Syrie. Par exemple, on voit que la Russie soutient... Est-ce qu'on peut craindre un scénario à la Syrie ? Ah, bien évidemment qu'on peut le craindre. Bien évidemment, malheureusement. Un scénario à la Syrie, voire même un scénario à l'irakienne. C'est pas exclu. Lorsqu'on a Donald Trump qui dit je n'exclus pas une intervention militaire directe, et lorsqu'on sait qu'il a rapatrié ses forces du Moyen-Orient, c'est-à-dire en Syrie, en se disant sûrement qu'il y avait d'autres fronts qui allaient s'ouvrir, et lorsqu'on le sait que le Venezuela possède dans son sous-sol, même s'il est très difficile à raffiner, mais possède en son sous-sol les plus grandes réserves de pétrole au monde, oui, le pire est à craindre. Bien sûr que le pire est à craindre, malheureusement. Quelles conséquences pour l'Iran ? Pour le coup, je découple les questions. Conséquences, pour le coup, ça sera peut-être un exemple pour l'Iran en disant lorsqu'on ne se plie pas au diktat américain, voilà ce qui peut vous arriver. Mais s'il y a une conséquence directe, je ne le vois pas forcément comme ça. Mais là où ça serait intéressant aussi d'analyser, c'est de voir à quel point l'allié russe est fiable. L'allié russe a prouvé qu'il était fiable en Russie. En Syrie. En Syrie, lapsus. Parce que s'il est pas fiable chez lui, non, enfin pour le coup, ils sont chez eux, ils sont très difficiles à attaquer chez eux. Oui. Mais en Syrie, ils ont prouvé. Alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Oui. Alors que historiquement, le Moyen-Orient est une précour du système américain. La Russie a fait la démonstration dans la crise syrienne qu'elle pouvait soutenir ses alliés, même militairement, et même en face de l'OTAN. Donc ça, c'était une première démonstration, et a démontré aussi qu'en termes de technologie, elle peut dire même sauver ses alliés. Absolument. On peut dire que la Russie a sauvé la Syrie. Absolument. Après, la douloureuse va être présentée à Bachar el-Assad, mais ils ont sauvé le système syrien. Donc là, aujourd'hui, ça va être plus compliqué dans le sens où le Venezuela est proche des frontières américaines et entouré aussi et bordé de pays alliés américains. Donc ça sera aussi un test pour les pays alliés à la Russie de voir la fiabilité de l'allié russe face à l'allié, enfin à l'adversaire américain. Donc le pire est à craindre. Le pire est à craindre, mais après gardons bon espoir dans la mesure où certains pays n'ont pas intérêt à ce que le Venezuela soit déstabilisé, que certains pays œuvrent déjà pour qu'une solution politique soit trouvée, que le président Maduro, quoi qu'on en dise pour l'instant, ne ferme pas la porte du dialogue, dans le sens où il a accepté l'invitation mexicaine de dialoguer avec ses opposants. La porte n'est pas fermée. C'est une réalité. La balle est dans le camp. La balle est dans le camp de ce jeune opposant de 35 ans qui se voit calife à la place du calife. Après qu'il y ait des problèmes en Venezuela, je veux absolument bien l'entendre. Je veux pas être. Il y a beaucoup de problèmes. Je suis pas mélanchoniste. Je vais pas dire que le Venezuela est un paradis sur terre. Je suis assez cohérent avec moi-même pour savoir que oui, qu'il y a des problèmes économiques et sociaux majeurs. Si 3 millions de personnes quittent le pays, c'est pas pour rien. Mais de là imposer une guerre civile de l'étranger pour régler un problème, c'est de mettre de l'huile sur un feu qui peut devenir un brasier. Bon, en tout cas, on va suivre ce problème de très près, sachez-le, messieurs, dames, parce qu'il est intéressant et parce qu'il est inquiétant en même temps aussi pour la donne mondiale. En tout cas, dans les quelques semaines, voire mois à venir, on verra et on espère en tout cas que ça s'arrange et que ça ne se transforme pas en ce qu'on a pu connaître par exemple en Syrie. Alors, on en parlait tout à l'heure, vous le savez que Emmanuel Macron achève sa visite aujourd'hui, visite en Égypte. Ce matin, il s'est rendu à la cathédrale chrétienne Samar du Caire, pour rendre hommage aux victimes coptes du terrorisme. Et il a annoncé d'ailleurs une nouvelle conférence à Paris sur les chrétiens d'Orient. Emmanuel Macron qui s'envole ensuite pour Chypre, où se tient un sommet consacré aux migrants. Justement, les migrants à Paris, Razik. Camp sauvage de la Porte de la Chapelle a été évacué ce matin. Plus de 300 migrants ont été délogés et certains relogés, notamment dans des gymnases de la banlieue parisienne. Sinon, j'ai à vous donner aussi comme information de nouvelles arrestations, messieurs, dames. 1 mois et demi après l'attentat de Strasbourg, 5 personnes d'une même famille ont été placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir fourni l'arme du terroriste.
Et puis une autre information aussi qui est apparue là dans les médias aujourd'hui, 130 terroristes bientôt de retour en France. Ils sont en ce moment aux mains des Kurdes dans le nord de la Syrie. Et bien Paris finalement préfère qu'ils atterrissent dans une prison française. Ce matin, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est voulu rassurant. En effet, le départ annoncé des départs des forces américaines a mis un petit peu un espèce de déséquilibre dans ce qui se passe en ce moment dans la région. Ces derniers mois, les milices kurdes, fer de lance sur le terrain de la coalition internationale, ont capturé de nombreux terroristes, dont une centaine de Français. Ces Français vont-ils être rapatriés? Quel sera leur sort? Le ministre de l'Intérieur esquisse un début de réponse. Christophe Castaner était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin chez nos confrères de BFM TV. Vous savez que les Américains se désengagent de Syrie. Il y a actuellement des gens qui sont en prison et qui sont tenus parce que les Américains sont là et qui vont être libérés. Est-ce que je suis maître de leur destin? La réponse est non. Ils sont actuellement en Syrie ou en Irak. S'ils viennent en France, ils seront incarcérés. Ces femmes, ces hommes sont connus et qu'ils seront judiciarisés, mis immédiatement, s'ils revenaient en France, sous l'autorité de la justice, et ils seront jugés et sanctionnés. Ça, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, une judiciarisation donc systématique s'il y a des retours, car ces 3 dernières années, seuls 64 terroristes présents en Syrie sont rentrés. Un chiffre tombé l'an dernier à seulement 7 retours. Donc c'est pas beaucoup, évidemment. Et puis cette autre déclaration du ministre de l'Intérieur, toujours sur BFM TV, il réclame des poursuites judiciaires contre Éric Drouet, l'un des leaders des Gilets jaunes que vous connaissez tous, qui a appelé au soulèvement, un appel à l'insurrection, selon le ministre de l'Intérieur. Et mon cher Azik, sur ce retour des terroristes de Syrie, le fait qu'on les rapatrie ici, qu'on les mette directement en prison, est-ce que ça va pas encore faire le jeu de certains partis extrémistes? Oui, on sait que certains... Est-ce que c'est la bonne méthode? Voilà. J'ai pas la réponse. Enfin, pour le coup, il me semble pas qu'il a panacé. C'est un problème qui relève quasiment de l'inédit. On a des troupes, on a eu des bataillons entiers, pour le coup, qui sont partis combattre dans les rangs de l'État islamique. De mémoire, lors de la guerre d'Afghanistan, qui avait été aussi à l'époque dans les années 80, une des matrices du terrorisme. Ouais. On n'avait pas eu autant de personnes qui étaient parties et revenues. Donc là, aujourd'hui, on est face à l'inédit. Comment gérer ce problème? Juste qu'on se rappelle qu'on est un état de droit. Ça veut dire que les droits de la défense sont aussi garantis, peu importe les crimes auxquels on doit répondre. Et on aimerait bien aussi que le traitement judiciaire se fasse, et en ayant toujours en ligne d'esprit qu'il faut protéger qu'il faut protéger aussi le sol français. Que on a été victime, on a été victime durant ces dernières années d'attentats. Et qu'il y a une protection de la part de l'État français qui doit être faite. C'est une réalité. Et on est face à deux impératifs, celui de la sécurité, celui de la liberté publique. Et donc il faudra concilier les deux en sachant et en rappelant qu'on est en état de droit et en démocratie. C'est très important en effet de le rappeler. Sinon, dans les infos zappées et dans l'actualité de ce mardi 29 janvier, le gouvernement ressuscite la loi anti-casseurs, mon cher Azik. Elle avait été votée il y a quelques mois par la majorité de droite au Sénat, et elle avait été rejetée par le gouvernement, qui semble finalement aujourd'hui trouver son compte. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment une interdiction des manifestations, comme il y a des supporters interdits de stade notamment. Voilà, c'est pour reprendre un peu cette opération qui avait été pratiquée dans les stades. C'est une bonne chose, ça, l'interdiction de manifestation. Faut voir comment c'est posé. Non, moi ça me parle pas. Enfin, pour le coup, le texte de référence est un texte contre le hooliganisme. Enfin, qu'on transpose en droit public sur la voie publique, ça veut dire lorsqu'on a affaire à du hooliganisme dans un stade de foot, c'est assez facile à gérer. Vous interdisez d'abord du stade à ces personnes-là au moment du match, l'affaire est réglée, c'est terminé. Là, pour le coup, ça pose beaucoup plus de questions. Enfin, mettre en principe une interdiction de manifester et l'encadrer, je préfère qu'on pose comme principe la liberté de manifester et qu'on l'encadre, qu'on parte pas du mauvais appui. Ouais. Affaire à suivre donc sur ce qui avait été rejeté dans un premier temps par le gouvernement et qui va peut-être être de retour sur la table. On va voir ce que ça va donner.
le grand débat national provoqué par cette crise des Gilets jaunes, on en parlait tout à l'heure, il se poursuit en France un petit peu partout, mais aussi à l'étranger, comme en Inde, par exemple à New Delhi. Ils sont expatriés et savent qu'ils sont privilégiés. Ils sont venus à ce débat organisé à l'ambassade de New Delhi pour dire qu'ils comprennent les Gilets jaunes. Le premier problème soulevé est la déconnexion entre les élus et le peuple. Première piste de réponse, s'inspirer du modèle indien et laisser chaque région voter l'une après l'autre pour tester plus régulièrement le pouvoir central. Voilà un petit peu ce qu'il en découle, et c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe dans les pays étrangers où vivent, sont expatriés donc les Français là-bas, et voir de quelle manière ils vivent et ils ressentent justement ce grand débat auquel ils participent. Il n'y a pas qu'ici, mon cher ami Razik. Et puis tiens, une autre information importante, c'est la mort de Mourad Medelsi, vous le savez, le président du Conseil constitutionnel en Algérie, âgé de 76 ans. Ce proche d'Abdelaziz Bouteflika a été malade, il est décédé hier. Il était à la tête de cette institution depuis 2013. Auparavant, il avait occupé de nombreux postes ministériels, notamment les finances et les affaires étrangères. Sa disparition intervient à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, et ce alors que le président du Conseil constitutionnel est censé valider les candidatures et annoncer les résultats du scrutin. Alors, son décès peut-il avoir une incidence sur ce processus électoral ? Écoutez ce qu'en dit Hasni Abidi, le directeur du CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Le Conseil constitutionnel, il tourne autour de son président. La personnalité de Medelsi, une personnalité politique discrète, conciliant, sans vague, sans problème, et surtout proche du président et de ce qu'on appelle le pôle présidentiel. Monsieur Medelsi, il est de la même région que le président, il est de la région de Tlemcen, donc il incarnait à lui seul le Conseil constitutionnel. Sa disparition, évidemment, laissera un vide au sein du Conseil, mais aussi du travail pour le président de la République et son entourage pour trouver un autre homme censé encadrer les candidatures, mais aussi la suite des candidatures, c'est-à-dire les élections, et valider le résultat des élections. Là, évidemment, le vice-président peut assurer l'intérim, mais probablement la maladie était connue déjà à Alger. Je pense que la présidence de la République a déjà un plan B, c'est-à-dire un successeur pour remplacer M. Medelsi. Voilà pour ce qui est donc du chercheur Hasni Abidi, mon cher Razik, sur les conséquences donc de cette disparition du président du Conseil constitutionnel algérien, M. Mourad Medelsi, qui a été enterré hier. Rien à dire ? Si, comme ça l'a été rappelé, le Conseil constitutionnel, comme en France, est le garant des élections et surtout a un rôle dans l'élection présidentielle, dans la validation des candidatures, dans la proclamation des résultats. Donc il s'agit vraiment de l'arbitre en fait des élections. C'est pas un rôle neutre, et c'est un rôle qui peut être parfois actif, voire proactif. C'est la première chose. La deuxième chose, là on a le président en exercice qui décède en pleine mandature et à 3 mois du scrutin phare de son instance, car le Conseil constitutionnel valide comme je viens de le rappeler l'élection. Son remplacement sera à regarder de très près. On aura aussi peut-être une première indication concernant le choix du système algérien sur le futur candidat. Personnellement, je ne crois pas à un 5e mandat du président Bouteflika. C'est ce que je pense depuis le début. Je reste sur ma position. Je ne le pense pas. Je ne le souhaite pas, même pour le coup, qu'on laisse se reposer ce président qui est au pouvoir depuis 1999, qui a été 20 ans au pouvoir. Donc oui, qu'on le laisse se reposer. Et je pense que le système algérien ne présentera pas le candidat Bouteflika. Et il sera intéressant d'analyser dans les quelques heures ou dans les quelques jours à venir le nom qui sera présenté pour succéder à la présidence du Conseil constitutionnel. Avant le zapping, une petite info sport et rapidement pour vous dire qu'une nouvelle recrue pour le PSG, l'Argentin Leandro Paredes, il a 24 ans, il va venir renforcer le milieu de terrain parisien. On parle de sport, on peut en parler, on peut débriefer un peu le sport malheureusement non, on n'a pas le temps. On peut revenir dessus ou pas? Zapping dans un instant, on va revenir dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Razik Métiche est avec nous. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur la nouvelle recrue du PSG, Razik? Bonne recrue, pour une fois. Super, c'est bien. Et c'est un Marseillais qui le dit. Ouais, c'est un Marseillais qui est en souffrance, mais ça, j'en peux plus de cette saison. Elle est longue. Oh là là, elle est longue. Oui. C'est dur de supporter l'OM, mais on supportera toujours l'OM. Jingle. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, c'est des Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barré. La rémigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le
déradicaliser? Est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Avec les meilleurs moments qu'il ne fallait pas louper à la télé et à la radio, bien sûr, notre zapping invité d'hier de C'est à vous sur France 5, le rappeur Caris apprend en direct que Booba annule le combat hier soir. On parle sans arrêt de votre éventuel combat avec Booba, vos retrouvailles sur un ring. Le combat qu'il a décidé de faire. Vous, il en a jamais été question. C'est lui qui a parlé du combat en premier. On est d'accord là-dessus. Il a dit qu'il le ferait pas. C'est une bonne nouvelle, vous confirmez. Jamais vous ne feriez ça. Il a dit ça? Oui, il a dit là que finalement il n'y aurait pas de combat. Il y a une vidéo vendredi dernier dans laquelle il dit samedi, pas de combat, mais il dit rien d'autre. Il dit juste pas de combat. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, comme je suis pas au courant, c'est que vraiment je regarde pas vraiment ce qu'il fait. En fait. Bon, donc il n'y a pas de combat. Regarde ce que je fais en permanence. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? En fait, c'est très simple. On a fait un morceau ensemble. Ouais. Et lui, quand tu fais quelque chose avec lui, tu lui dois quelque chose. Ouais. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, comme lui, il était déjà dans la culture du clash, à clasher avec d'autres rappeurs. Tu dois savoir, toi, tu connais, Rof, tout ça. Et il m'a dit, fais un morceau où tu les insultes. Ouais. Et j'ai dit non. Ouais. Et il m'a dit, je vais finir ta carrière. Caris, donc, qui parle et qui découvre, alors finalement, depuis Booba a démenti le fait d'annuler le combat. Il dit qu'il aura bel et bien lieu. Ça, c'est la version Caris concernant les hostilités qui les opposent tous les deux, bien sûr. Mon cher Azik. Bon. Ouais, c'est deux pères de famille qui s'occupent de leur famille, franchement. Ils s'occupent de leur famille, de leur... Ils ont mieux à faire. Hein. Ils ont mieux à faire. En plus, c'est deux beaux artistes, réellement. Enfin, moi, je suis fan de Booba, de sa plume. Ouais. Caris, c'est quelqu'un qui est de Sevran, donc je connais indirectement. C'est une gentille personne, en plus, ça le pire. Donc oui, qui s'occupent de leur famille, ils ont mieux à faire. Faites plaisir à vos fans autrement et réservez pas d'octogone pour vous mettre dessus, ça a pas de sens. Bouchez-vous les oreilles parce que maintenant, voici Léa Salamé qui a interviewé Béatrice Dalle et franchement, c'est vraiment pas facile. Écoutez. Quand tu fais une révolution, forcément, il va y avoir des choses cassées. Et il faut pas qu'on pleure non plus pour 2 barrières et 2 bagnoles, parce qu'en 1789, c'est des têtes qui sont tombées. Donc ça va. Faut pas en arriver là. Bien sûr que non, faut pas en arriver là. Mais c'est pour ça que quand on m'a dit qu'on faisait l'interview ici, j'ai trouvé très bien, parce que c'est quand même l'endroit où on a abrité les dernières lames de Marie-Antoinette, et nique sa mère Marie-Antoinette, tu vois. Je m'y attendais pas. Moi non plus. J'étais pas prêt. Voilà. Béatrice Dalle. Donc, Jérôme Rodriguez qui continue de s'exprimer et d'affirmer qu'il a été visé par un tir de LBD. Écoutez. J'invite Monsieur Nunez à prendre rendez-vous avec un ophtalmologue. D'accord, parce que je pense qu'il a un problème de vision lui aussi. Je l'invite à regarder les différentes vidéos qui peuvent tourner sur mon cas. Alors lui, il ne pense pas, mais moi j'ai la certitude que j'ai été atteint par un tir de LBD. Voilà, Jérôme Rodriguez qui a été opéré et une enquête est en cours, on le rappelle. Et puis tiens, le meilleur pour la fin. C'était dimanche, pendant la manifestation des foulards rouges, une dame très énervée, très excitée, mais en même temps assez marrante, s'est exprimée et elle nous explique pourquoi elle n'aime pas les gilets jaunes. Écoutez. Madame, c'est possible de vous poser une ou deux questions. Voilà, je vous entends dire, voilà, il y avait un monsieur qui portait un gilet jaune, enfin qui tenait un gilet jaune. Vous êtes venu vers lui, voilà, avec cette casserole, en disant gilet jaune, dégagez. Pourquoi vous lui dites de dégager? Les gilets jaunes, je suis contre les gilets jaunes parce qu'ils ont détruit les biens de la République française. Les biens de la République n'ont pas été conçus par Macron. Macron vient d'être élu. Il n'a même pas 2 ans. Au lieu de rester derrière les jeunes présidents pour rebâtir la France, pour l'avenir de nos enfants, gilets jaunes, ils ont détruit la France. Arrêtez. On donne le bras, vous voulez le coup. On donne le coup, vous voulez la tête. Trop c'est trop. Mitterrand pareil. Valéry Giscard pareil. Hollande pareil. Chirac pareil. Sarkozy pareil. Les gens Macron, ils n'ont jamais satisfait de rien. Gilets jaunes c'est trop. Merci pour votre témoignage. Voilà, cette dame avec cette casserole et tout qui était en pleine manif des foulards rouges. Bon, c'était marrant, je voulais vous la mettre comme ça pour finir cette émission, mon cher Azik. Et te remercier. Et tu reviens quand? Très bientôt. Bon, très bientôt. Très bientôt, je pense, pour le match, après le match de Manchester, Paris Saint-Germain. Ah, mais c'est loin, ça. Non, ça arrive à grands pas. Arrive à grands pas. Je me sens que c'est la semaine prochaine, je crois. C'est bientôt. Non, le 12 février. Oui, mais c'est loin encore. C'est très loin. D'accord, je viendrai entre temps. Oui, d'accord, très bien. Merci, mon Razik. Merci à toi, merci à tout le monde. Très honnêtement, pour être honnête avec vous, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Parce qu'au vu de ce qu'ils nous annoncent, apparemment, ça va être un bordel. Et sachez d'ores et déjà que les ramassages scolaires en Essonne, en Seine-et-Marne sont suspendus. Que la N118 est fermée. Qu'il y risque d'y avoir des perturbations sur les vols, c'est ce qu'on nous dit aussi. Pour ceux qui prennent l'avion demain, ça risque d'être très compliqué.
avec cet épisode neigeux sans précédent qui arrive, enfin sans précédent, majeur, va-t-on dire, sur la France et qui va traverser l'île de France avec cette fameuse tempête qu'on appelle Gabriel. Oh non. Oui, il va faire froid. Va falloir se couvrir et surtout être prudent. Bonne rester soirée. à la maison, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis écoutez France Maghreb 2. Et notamment notre ami Medjed qui arrive, qui est chaud comme la braise. Ouais. Mais avant de retrouver Medjed, un point sur l'actualité parce qu'il est exactement, mesdames, messieurs, à Paris comme partout ailleurs, 18h. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb